sagesse au sens de connaissance, Au sens de connaissance, qu'est-ce que c'est que la connaissance? C'est la connaissance de ce qui est. Donc cette sagesse dont je parle, c'est être éveillé à la présence de ce qui est, de la réalité de cette vie, de cette existence et de la réalité de la vie humaine. L'art de vivre, qu'est-ce que c'est? C'est la manière dont je vais vivre cette connaissance et cette sagesse. La manière dont cette sagesse va imprégner mon existence, va imprégner chacun de mes actes, va imprégner et guider, va être le support, le fondement de chacune de mes relations avec les autres êtres vivants et avec les êtres humains, et avec ma manière de recevoir les situations qui se dévoilent en face de moi, au fil et à mesure que je vis ma vie. Donc sagesse et art de vivre. Donc de quelle vision, de quelle connaissance parle-t-on ici? Donc j'ai dit la connaissance de ce qui est. Mais ce qui est me paraît assez évident, nous paraît tous assez évident, a priori, n'est-ce pas? Ce qui est, ce sont toute cette multiplicité, tous ces différents éléments, ces arbres, ces nuages, cet espace, ce temps, ces différences culturelles entre les individus, ces différences que chacun de nous a en termes de capacité, de talent, ce qu'il porte d'unique et qu'il va manifester dans sa vie, c'est ça. Ce qui est la réalité nous semble être absolument évidente. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? La réalité, c'est ce qui s'offre à mon regard et qui s'est offert au regard de toute l'humanité depuis que l'humanité existe. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous sommes vraiment éveillés à ce qui est? Est-ce que nous avons une vision de la vie et de la réalité qui correspond à ce qu'elle est? Donc c'est là que le Vedanta nous invite par une approche qui est une approche d'un questionnement, nous invite à examiner ces réalités de l'existence, que nous tenons pour allant de soi. Cette multiplicité, cette diversité, ce temps. Et un des volets de son examen de la nature de la réalité concerne la nature de la réalité de l'univers. L'univers qui est cette scène qui nous sert à chacun de nous, qui est la scène où nous évoluons, où nous éprouvons toutes ces souffrances, ces joies, et où nous inscrivons nos actions, cet univers, ces relations avec les gens. La nature de l'univers qui nous entoure. Donc un des volets de cet examen par le Vedanta de la nature de la réalité concerne la nature de l'univers. Un autre volet qui est également extrêmement important est celui que j'ai abordé hier à la conférence à Saint-Pierre, qui concerne l'examen de la nature de la réalité de l'individu. Donc je ne vais pas reprendre la conférence d'hier ici. En quelques mots, hier nous nous sommes interrogés sur est-ce que la conclusion que je suis juste un individu limité qui est né, qui va vivre sa vie et qui est mortel, qui va voir sa vie se terminer à un moment, après 70, 80, 90 ans, est-ce que cela est une réalité ou pas? Est-ce que la manière dont je vais me voir et la vision que j'aurai de moi-même va conditionner la manière dont je vais vivre ma vie? Ce volet, la nature de la réalité de l'individu, la nature de la réalité de l'univers. Aujourd'hui, on va s'attacher à examiner la nature de la réalité de l'univers et plus particulièrement la cause de l'univers. Est-ce qu'il y a une cause pour cet univers? Est-ce qu'il y a une cause? On ne part pas d'une réponse toute faite. Est-ce qu'il y a une cause?
Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que l'approche du Vedanta est de dire, ok, il y a un univers, est-ce qu'il a une cause? Et s'il y a une cause, quelle pourrait être sa nature? Et en quoi ma connaissance de la nature de cette cause, de l'univers, va déterminer, va influencer, va gouverner, va me faire changer de perspective de la manière dont je vais vivre ma vie. Parce qu'après tout, on n'est pas dans une démarche de celle d'un physicien, d'un astrophysicien, de la physique quantique. Ce qui nous intéresse ici avant tout, c'est la manière dont cela peut changer ma vie. Donc maintenant, abordons l'examen de la nature de cette cause de l'univers. La méthode que va employer le Vedanta est de prendre est-ce que vous pouvez me donner la lampe qui est là, s'il vous plaît? Quelle est la nature de l'univers? Et est-ce qu'on peut trouver dans cet univers, est-ce qu'on pourra essayer de voir quelle est cette cause? Ou d'essayer, par l'effet qui est cet univers, d'essayer de remonter à la cause. C'est ça la démarche. Essayer de voir en examinant nos objets de tous les jours. On n'est pas dans une abstraction. Prenons cet objet. D'accord? Donc cet objet est une lampe qui doit être, disons qu'elle est en cuivre. Okay. Je pense que c'est un alliage, mais pour simplifier, disons que c'est une lampe en cuivre. Quand je dis que c'est une lampe en cuivre, il semble que je dise que l'objet, la réalité de cet objet, c'est que c'est une lampe. Et cuivre est un qualificatif, est un attribut de cette lampe. Je dis une lampe en cuivre. Cette lampe aurait pu être en un autre matériau. Donc je qualifie cet objet qui est une lampe en disant c'est une lampe en cuivre. Donc ce qui est l'objet semble être la lampe, et ce qui est un adjectif qui qualifie cet objet est le cuivre. Est-ce que c'est juste? Vous voyez l'orientation de notre langage courant. C'est extraordinaire. Ça, c'était une lampe en cuivre. Moi, je vous dis non, c'est du cuivre. Si vous enlevez le cuivre de cette lampe, il n'y a plus de lampe. En fait, c'est du cuivre sous la forme d'une lampe. Si on voulait vraiment être précis dans notre manière de désigner cet objet, il faut inverser le rapport qu'on a nom-adjectif qui sous-tend notre langage habituel. Donc maintenant on arrive à la conclusion que sans cuivre, cette lampe n'existe pas. Donc il semblerait que la réalité ou la cause de cette lampe est du cuivre. Qu'est-ce que c'est que le cuivre? Alors c'est des cuivres, c'est des alliages de cuivre, je le disais. Donc de cuivre, ça va être des molécules qui sont elles-mêmes constituées de différents atomes à la fois de cuivre et d'autres éléments métalliques. Donc le cuivre lui-même est constitué d'atomes. Les atomes de cuivre eux-mêmes sont constitués de quoi? D'accord? Des électrons, un noyau, etc. Donc, vous voyez que quand on examine la nature de cet objet, ce simple objet, et qu'on essaie de s'interroger sur qu'est-ce qui est le plus fondamental dans cet objet, on est en train de dire, voilà, cette lampe, finalement, ce sont des molécules, un alliage de différents atomes, dont du cuivre. Le cuivre lui-même est fait d'électrons et d'un noyau. Le noyau lui-même est fait de différentes particules, etc.
Donc on a un nom pour cet objet qui était à l'origine lampe. Et à l'intérieur de ce nom, qui est une lampe, on arrive maintenant à d'autres noms. Donc à l'intérieur de ce nom, nous avons d'autres noms. Et à nouveau, un autre nom. Et d'autres noms. Et d'autres noms. Et d'autres noms. Mais quelle est vraiment la réalité de cet objet? Nom, à l'intérieur de nom, à l'intérieur de nom, à l'intérieur de nom, pour certaines formes, qui elles-mêmes, donc une forme, une lampe, qui elle-même contient d'autres formes, qui elle-même se réfère ou dont la réalité est déterminée par d'autres formes, d'autres formes, d'autres formes, d'autres formes, d'autres formes. Donc on a des noms et des formes à l'intérieur de noms et de formes, de noms et de formes, de noms et de formes. Donc cet objet qui a l'air si solide et tangible, donc là la physique moderne est, en fait l'homme de tous les jours, et donc l'homme moderne que nous sommes avec notre éducation, sera d'accord pour dire, c'est vrai qu'il y a une certaine réalité à cet objet, mais quand on examine de manière plus fondamentale quelle est sa réalité, on arrive à quelque chose qui se dérobe à notre saisie, qui se dérobe à notre compréhension. Prenez par exemple une planète. Le même exercice appliqué à un autre objet, une planète. Qu'est-ce que c'est qu'une planète ? On pense qu'un objet, le nom planète, se réfère à un objet qui est un objet tangible, qui est un objet solide, un objet que je peux absolument décrire et appréhender de manière catégorique et claire. Qu'est-ce que c'est qu'une planète? Tout le monde sait ce que c'est qu'une planète. Et c'est vrai que le mot de planète se réfère à quelque chose. Mais quand on examine de quoi est fait une planète, la Terre est faite de quoi? D'une écorce et d'un cœur en fusion. L'écorce elle-même, différentes plaques. D'accord? Donc vous voyez, le nom planète. Qu'est-ce qu'une planète? Alors, écorce, cœur en fusion. Bon. Donc, la planète n'est ni l'écorce, ni le cœur en fusion. Okay? Alors, qu'est-ce que c'est que cette planète? Bon, examinons maintenant, qu'est-ce que c'est que l'écorce? Ces plaques tectoniques. Alors, constituent des continents. Les continents eux-mêmes supportent la vie sur la Terre, la végétation, etc. Donc vous voyez que je suis parti d'un simple mot, un nom, planète, qui nous semble se référer à quelque chose d'immédiatement clair, un objet solide et tangible, et qu'est-ce qu'on voit? Ce nom, ce mot, cède la place ou s'emboîte à l'intérieur de d'autres noms et d'autres mots. Planète, écorce, plaques tectoniques, différentes montagnes, les rivières, la végétation, etc., etc. Et après, chacun des éléments, si vous les examinez, un rocher ou une rivière, qu'est-ce que c'est qu'une rivière? Qu'est-ce que c'est qu'une rivière? Tout le monde sait ce que c'est qu'une rivière. Maintenant, attachons-nous à examiner qu'est-ce que c'est qu'une rivière. Une rivière est encadrée par des berges. Et il y a de l'eau. Et c'est de l'eau qui est en mouvement. Donc rivière, à nouveau, se réfère à d'autres mots, d'autres noms, à l'intérieur d'autres noms, à l'intérieur d'autres noms, à l'intérieur d'autres noms. Quoi que je prenne, quel que soit l'objet que je prenne dans l'univers, perd de sa solidité, de sa tangibilité, et peut être réduit de manière successive, et en fait n'est fait que de noms à l'intérieur de noms, à l'intérieur d'autres noms, à l'intérieur d'autres noms, sans que je puisse arriver à quoi? Au constituant ultime de cet univers ou de cet objet. D'accord? En fait, c'est comme si on allait de ce qui est le plus grossier, le plus physique, et plus on avance dans cet emboîtement de noms et de formes, plus on arrive dans du domaine de choses qui sont de plus en plus subtiles, qui perdent de leur tangibilité, et qui deviennent quoi? Quelque chose qui devient des concepts, juste des mots. Mais des mots qui se réfèrent à des formes, des mots qui se réfèrent à certaines fonctions, ou certains attributs qu'ont ces objets.
Alors le Vedanta a une réponse qui va au-delà de ce à quoi aboutissent, puisque les physiciens, la physique moderne n'aboutit à rien. Pour l'instant, elle dit, c'est des équations mathématiques, la matière est constituée de particules dont la durée de vie est 10 puissance moins 5 ou moins 10 ou moins 20 secondes, et l'ensemble de toutes ces particules qui constituent cet univers, cette salle ici où nous sommes, et aussi mon corps humain, sont des particules, tout le temps en mouvement. Et des particules qui ont une durée de vie extrêmement faible. Mais l'assemblage de toutes ces particules, qui se constituent en tant que noyau, atome, molécule. Cet assemblage de molécules qui ensuite devient un objet avec des contours plus solides, plus tangibles, comme cette lampe en cuivre. Alors qu'est-ce qui fait que tout ça est possible? Qu'à tous ces niveaux, je parle de niveaux qui sont en fait que des noms, d'accord? Des noms pour certaines réalités qu'on désigne par certains noms particuliers. Est-ce que vous voyez ce que j'essaie de vous faire montrer, de vous faire voir? C'est ça l'approche du Vedanta. De vous faire voir, d'essayer de vous faire voir quelque chose qui est ici. De vous montrer que à tous les niveaux, ces niveaux entre guillemets, à tous les niveaux, il y a une présence d'une formidable intelligence, d'un formidable pouvoir. Pour ceux qui connaissent un peu de sanskrit ici, je sais qu'il y en a quelques-uns qui étudient ici, Sarvagnaha et Sarvashaktiman. Une intelligence infinie, illimitée, Sarvagnaha, une connaissance. Imaginez la somme de connaissances qui est nécessaire juste pour cette lampe, pour faire que cette lampe soit ce qu'elle est, pour que ces particules qui constituent cette lampe soient assemblées dans cet objet-là, qui tiennent au niveau des forces nucléaires, faibles, fortes, électromagnétiques, etc., la force de la gravité, et que tout ça soit agencé et prenne une forme qui a la forme qu'on peut observer. Qu'est-ce qui fait qu'un arbre a cette forme, a cette hauteur, qu'un manguier ne pourra pas dépasser 20 mètres de haut ou 15 mètres de haut? Comment se fait-il qu'un manguier ne donne que des mangues? Vous allez me dire des gènes. Qu'est-ce qui fait que les gènes de la mangue, quand vous plantez une graine de manguier, ne donnent qu'un manguier, un arbre qui soit un manguier? Il y a une intelligence qui est présente au cœur même de cette graine, qui code et qui a toute l'information nécessaire pour que cette graine puisse donner naissance à un arbre qui ne sera qu'un manguier. Une graine de manguier ne va pas donner naissance à un jacquier ou un chikou. Donc cette intelligence n'est pas uniquement au niveau des gènes, n'est pas au niveau des molécules, des atomes. Elle est à chacun des niveaux de la manifestation de cet univers. Alors comment comprendre ça? Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est qu'on n'est pas dans une démarche où il y a l'univers et il y a une espèce de cause tout au fond et très profond dans l'univers, quelque chose qui est insaisissable, qui est tout petit et qui est infimement ou qui est infime et qui est extrêmement subtil, qui se dérobe à nos regards et qui est tout au fond. Tapis au cœur de la matière et au cœur de l'univers, il y a quelque chose. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que cette intelligence et ce pouvoir qui fait manifester tous ces noms et ces formes dans l'univers est présente partout. Pas juste au niveau des particules. Il y a des lois qui régissent la manière dont les particules se comportent. Les lois de la physique quantique. Il y a des lois qui régissent le comportement des atomes et des molécules. Là, on est dans la physique atomique. Molécules, on est dans le domaine des lois de la chimie. S'il s'avère que ces molécules s'assemblent pour donner un être vivant,
quel qu'il soit, quelles sont les lois qui vont régir le fonctionnement de cet être vivant? La biologie. Et la biologie d'un dauphin va être différente de la biologie d'un être humain ou d'une girafe. Maintenant, si on va dans du macro, on peut aller dans du géologique, par exemple. Qu'est-ce qui fait que ces plaques tectoniques s'articulent entre elles et des soulèvements de plaques donnent des tsunamis qui vont avoir un impact global sur toute la planète? Donc on est là dans de la tectonique des plaques, la géologie, avec un horizon qui est un horizon de millions d'années et des forces immenses. On va encore plus haut. On va au niveau de la formation de l'univers, tel que l'a décrit la science moderne. 13 milliards d'années. 13 milliards d'années. Cette Terre a 4,5 milliards d'années. Donc vous voyez l'ensemble des connaissances et ce pouvoir qui est présent, non pas tapis au cœur de la matière quelque part, qui est quelque chose d'extrêmement subtil et quelque chose d'insaisissable et qui serait tout petit. Il n'y a pas de constituant élémentaire de la matière, il n'y a pas de briques, ou il n'y a pas plusieurs briques qui, en s'assemblant, forment l'univers. Est-ce que vous voyez la portée de ce que les Vedanta nous invitent à voir? Il est en train de déconstruire, je suis en train et vous êtes en train de voir ici, une déconstruction de la solidité et de la tangibilité des choses que vous connaissez. Tout ce qui est ici, n'est que du logiciel. Pour employer un mot qui peut-être résonnera aux oreilles. On n'est pas dans du hardware qui est relié par du logiciel. On n'est pas dans du solide qui est régi par juste des lois. Quand j'examine quoi que ce soit, tout s'évanouit et je ne vois que de la connaissance. À tous les niveaux, partout. Tout ce qui est ici, c'est que de la connaissance. Une connaissance avec un pouvoir infini et qui se manifeste sous toutes ces différentes noms et formes, auxquels nous allons donner des noms différents. D'accord ? Donc ça, c'est le premier point qui est extrêmement important. Le deuxième point, on va aller encore plus loin dans notre réflexion de cet examen de la cause de l'univers. Donc il semblerait que, donc maintenant, où est-ce qu'on en est? Le Vedanta nous révèle, et vous pouvez l'apprécier ici et maintenant, la présence d'une cause qui est présente partout. Dans les objets, dans les êtres vivants, qui est présente aussi sous la forme des différentes lois qui régissent les relations entre tous ces objets et êtres vivants, et à tous les différents niveaux, du micro au macro. Une cause qui est présente en toute chose, qui est présente, alors il y a une expression en anglais, je ne sais pas comment on la traduire en français, in and through, qui est à l'intérieur et au travers. Comme le cuivre, où est-ce qu'est le cuivre? Ici, les atomes de cuivre sont où? Est-ce qu'il y a un endroit de cette lampe où les atomes de cuivre ne sont pas? Il est ici. On ne peut pas dire que les atomes de cuivre, admettons qu'on s'arrête à les atomes de cuivre comme étant la cause de cette lampe. Est-ce qu'il y a un endroit de cette lampe où les atomes de cuivre ne sont pas? Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que l'atome de cuivre est tout au fond. En fait, il est partout. Quand je touche cette lampe, en fait, je touche du cuivre. Okay. De la même manière, si on étend, je dirais, cette réflexion
et cette relation de cause à effet à l'ensemble de l'univers, y a-t-il un endroit, je vais vous inviter maintenant, donnez-moi un endroit où cette formidable intelligence et ce pouvoir n'est pas. Dites-moi. Où? Est-ce que quelqu'un peut trouver un endroit où cette intelligence et ce pouvoir infini n'est pas? Pardon? L'espace. L'espace? Qui est-ce qui a dit ça? Je peux vous voir? Ah, ok, d'accord. L'espace. Donc, je ne vous vois pas, mais voilà, très bien. L'espace et le temps. D'accord? L'espace, d'accord. Donc l'espace, vous savez que c'est une bonne question, parce que l'espace, a priori, n'a pas d'attribut. D'accord? Et il semblerait que l'espace contient aussi toute chose. Que tout se passe à l'intérieur de l'espace. Et en fait, notre vision de l'espace, c'est que c'est un espèce de support neutre dans lequel tout évolue. Mais l'espace lui-même, est-ce qu'il existait, cet espace, avant l'apparition de l'univers? En fait, avec l'émergence de l'univers, est apparu l'espace et le temps. C'est pas qu'il y avait un espace qui était là présent de toute éternité, et il y a eu, paf, des petits objets qui sont tombés, ou des grandes boules d'énergie en fusion, et voilà, la création du monde et la manifestation de l'univers intervenue. Non. L'espace lui-même et le temps est soumis à certaines lois. Et ont perdu leur caractère absolu. L'espace lui-même, la cause de l'espace lui-même est cette intelligence. Qu'est-ce qui fait que l'espace a cette capacité de s'incurver au voisinage d'un objet lourd? C'est ce que montre Einstein, d'accord, dans ses théories. Et le trajet de la lumière se voit incurvé au voisinage d'un objet lourd. L'espace lui-même a certaines propriétés. Qu'est-ce qui fait que l'espace a ces propriétés-là? Cela est régi aussi par des lois de la physique. Là aussi, on est dans le domaine de la connaissance. Il y a une intelligence qui est responsable et qui fait que l'espace se comporte tel qu'il est. Et je peux étendre ça aussi au temps. Donc c'est une bonne question, hein. Merci d'avoir donné ça. Donc même l'espace et même le temps, donc je vais venir au temps maintenant, n'échappe pas ou n'est pas en dehors de cette immense, je dirais, un mot qui peut-être peut vous aider à cerner la nature de cette intelligence et de ce pouvoir, de ce champ qui englobe toute chose. Le temps. Le temps, c'est important. Le temps et l'espace. L'univers tel qu'on le connaît est ce qui est connu. Ce qui est connu est ce qui se déploie dans le temps et dans l'espace. Donc on pourrait se dire, si cette intelligence et ce pouvoir sont la réalité de cet univers tel que je le connais, qui se déploie dans le temps et dans l'espace, cette intelligence est en quelque sorte, est-ce que cette intelligence se limite uniquement à ce qui est manifesté et ce qui s'offre au regard, à mon regard, au regard des différentes disciplines de la science, au regard des physiciens qui étudient les lois, au regard des biologistes, au regard des psychologues, au regard des économistes, au regard des sociologues, au regard des géologues? Est-ce que cette intelligence se limite uniquement à ce qui est manifesté? Non. Ah. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que ce qui est manifesté est à la limite de l'identité humaine. Ok. Encore de l'échec de l'espace et du temps. Très bien, d'accord? Donc, le manifesté est limité par quoi? Notre moyen d'arriver et d'accéder à la connaissance de ce qui est manifesté. Donc on est dans le domaine du connu. Et ce à quoi on peut arriver par notre perception
et nos moyens de raisonnement, et nos moyens d'observation, que ce soit du télescope ou du microscope électronique, etc., etc. Donc, dans cet univers manifesté, il y a du connu, ou du connaissable, et il y a aussi de l'inconnu, qui va peut-être un jour devenir du connu. Et une grande partie aussi de l'inconnu va se dérober aussi à nos outils d'investigation. Pour l'instant. Où est la limite, on ne sait pas. Donc, premier élément ici, ce qui est important, c'est que on est en train maintenant de dire cette intelligence et ce pouvoir qui pénètre toute chose. Non seulement pénètre ce que l'on connaît, c'est-à-dire cette Terre, cette galaxie de la Voie lactée, au-delà la galaxie d'Andromède à 2,5 millions d'années-lumière. 2,5 millions d'années-lumière, c'est la galaxie la plus proche de la Voie lactée. Donc c'est la distance entre nous et la galaxie la plus proche. C'est une distance que parcourt la lumière à 300 000 km/s pendant 2,5 millions d'années. Et c'est juste notre voisine. D'accord ? Je veux que vous preniez conscience, quand on dit l'univers, et quand on dit connu et inconnu, de cette dimension. Et donc, en conséquent, je veux que vous preniez conscience de cette formidable, quand je dis infini, intelligence universelle ou infinie, je veux que ces mots portent. Et c'est pour ça que je vous parle de la galaxie d'Andromède. Et je peux aller encore plus loin. La galaxie d'Andromède et la galaxie de la Voie lactée elles-mêmes sont situées et forment avec 200 autres galaxies, qui chacune des galaxies contiennent 200 milliards d'étoiles, forment ce qu'on appelle le groupe local, un groupe local. Le groupe local aussi, quand on l'assemble avec d'autres groupes de galaxies qui sont comparables à ce groupe local, forme l'amas de la Vierge. Puis le super amas de la Vierge. On arrive à des dimensions extraordinaires. Et nos petites navettes spatiales, pour l'instant, tournent autour du système solaire. Le Soleil a 8 minutes-lumière, 120 millions de kilomètres. Jupiter, etc., Mars, qu'on commence à connaître un peu, qu'on commence à peine, dont on commence à découvrir à peine, je dirais, les caractéristiques, très proches. Très proche. Vraiment, le Soleil, 8 minutes-lumière, 120 millions de kilomètres, c'est rien à l'échelle de l'univers. Donc cette intelligence qui fait que ces planètes, ces galaxies, ces super-amas, ces groupes locaux de galaxies, ces milliards et milliards d'étoiles sont ce qu'ils sont, n'est pas épuisée par ce qui est connu de nous. Il y a une part d'inconnu, et qui, pour une part, va devenir du connu, et l'autre qui reste de l'inconnu. Au-delà de ce qui est manifesté, maintenant. Est-ce qu'il y a autre chose au-delà du manifesté? Qu'est-ce qui fait que le manifesté est ce qu'il est? Qu'est-ce qui fait que ceux qui étaient présents, qui n'étaient pas présents il y a 10 ans, ou il y a 10 millions d'années, ou il y a 3,5 milliards d'années, qu'est-ce qui a fait que ceux qui étaient uniquement à l'état non manifesté est devenu manifesté 10 ans plus tard, 1 million d'années plus tard, ou 3 milliards d'années plus tard? Qu'est-ce qui régit ce passage du non manifesté au manifesté? Réalisation. Pardon? La réalisation. À nouveau, cette intelligence. D'accord? Cette connaissance. Cette intelligence serait un mot plus juste. Et ce pouvoir infini. Qui sans cesse fait basculer les choses d'un état non manifesté à manifesté. Les cheveux blancs ou l'absence de cheveux que j'ai sur ma tête, parlons des cheveux blancs, je n'avais pas de cheveux blancs, vous n'aviez pas de cheveux blancs, pour certains d'entre vous, il y a quelques années. Qu'est-ce qui fait que c'est passé du non manifesté au manifesté? Qu'est-ce qui a fait qu'un enfant naît? Il y a des lois aussi ici. Vous voyez, il y a un ordre aussi ici. Qu'on va décliner à nouveau en ordre physique, un ordre biologique, un ordre physiologique, etc., etc., etc.
Donc dans la vision du Vedanta, quand on examine la cause de l'univers, on se rend compte que cette cause est présente en toute chose, partout, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps, et est responsable de ce passage du non manifesté au manifesté. Okay. Le deuxième point, c'est que rien, c'est le corrélat de cette proposition, si c'est présent en toute chose, rien n'est en dehors de cette intelligence et de ce pouvoir infini. Tout se situe à l'intérieur. Et ici même, dans mon corps, alors même que je parle, cette intelligence est à l'œuvre. C'est 100 milliards de cellules de mon corps. Toute la coordination extraordinaire qui est requise pour que je puisse à la fois vous regarder, déplacer mon regard, en même temps bouger la main, en même temps digérer et assimiler l'eau que je viens de prendre. Cette intelligence est aussi à l'œuvre maintenant même pour réparer ou me préparer, parce que j'ai eu un coup de froid, je dois le dire, quand je suis arrivé à La Réunion, c'était la mousson en Inde. Donc ce corps aussi, en ce moment même, m'a préparé en boostant mon immunité et m'a aidé à gérer cet écart de température. Donc vous voyez que c'est présent ici même. Ce n'est pas quelque chose qui est un objet de croyance. On n'est pas dans le domaine de la croyance. On est dans le domaine de quelque chose qui peut être vu, apprécié, transmis par certains mots, par une certaine méthode. Donc c'est ça le Vedanta. Pour certains qui ne savent pas ce que c'est que le Vedanta est cette voie qui nous permet, par des mots, par une tradition d'enseignement, qui dispose d'une méthodologie extrêmement sophistiquée, évoluée, qui nous permet de découvrir des choses qui sont devant nous et nous invite à voir d'un œil nouveau ce qui est déjà là. Alors, passons maintenant aux conséquences. Relevons quelques points au sujet de maintenant du point où nous sommes arrivés. Cette intelligence et ce pouvoir n'a pas une localisation précise. D'accord ? Ça, je pense que c'est clair pour tous. Maintenant. Quelque part dans un monde, il n'y a pas la cause de l'univers qui serait séparée de l'univers. Cette intelligence et ce pouvoir, ce n'est pas non plus une entité. Une entité qui a des attributs. Des attributs comme étant on parle par exemple dans certains milieux indiens, certains milieux hindous, et on choisit de parler de cette cause en disant c'est un Dieu d'amour. Cette cause a un attribut qui est un amour universel. Alors vous voyez bien que il y a quelque chose qui ne va pas. Comment est-ce que cette formidable intelligence et ce pouvoir peut être restreint dans sa définition par un mot comme amour? Ça veut dire qu'il est partiel? Ça veut dire que les lois de cet amour, c'est une entité d'abord, qui a un attribut et qu'on va qualifier d'un être, d'un amour universel? Alors que dire à ce moment-là de la violence?
Que dire de la souffrance? Que dire du chaos? Donc vous voyez que cette vision, si on parle d'une vision d'une cause qui est une intelligence et un pouvoir infini et qui est présent en toute chose, on évite cet écueil qui est de dire c'est une entité qui est située quelque part et qui est responsable de la souffrance de toute chose, la souffrance des êtres humains, ou qui est un être sadique, qui se plaît au malheur des hommes. On n'a pas d'entité, on ne parle pas ici d'entité qui soit distincte de la création, distincte de l'espace et du temps, distincte des êtres vivants. Elle est présente en toute chose. Est-ce que vous voyez ce point qui est extrêmement important, d'accord, qui différencie, je pense, et qui donne une autre dimension à cette vision des choses, à cette vision de la réalité. C'est une orientation qui est difficile à... L'orientation habituelle qu'on a, c'est qu'on pense que cette cause de l'univers est une entité différente de l'univers et qu'elle a des attributs. Donc dans ce sens-là, le Vedanta nous aide à voir que ce n'est pas le cas. Alors maintenant, vous pouvez me dire, ok, bon, il y a cette cause de l'univers, c'est une intelligence extraordinaire, immense, dont j'ai du mal à appréhender les dimensions, avec un pouvoir infini, de faire manifester et dissoudre, et revenir, et remanifester tout cet ensemble, tous ces événements, toutes ces actions, relier les choses les unes aux autres, suivant des lois de cause à effet. Et en quoi ça change ma vie, tout ça? Ça a l'air bien abstrait, tout ça. Quelle est la répercussion que ça a sur ma vie? Je vois pas. Donc, donnez-moi quelque chose qui puisse compter dans ma vie, qui puisse changer ma manière de vivre les choses. Ça c'est bien, c'est de la philosophie, tout ça. C'est bien joli, mais ça reste de la philosophie abstraite. C'est juste une vision. C'est peut-être une connaissance qui peut être utile, mais en quoi c'est aussi un art de vivre? En quoi je peux intégrer cette vision de cette présence, de cette intelligence et ce pouvoir qui est présent en toute chose? En quoi je peux l'intégrer dans ma vie et faire que je puisse vivre mieux avec cette vision des choses? Donc la première chose, et là je voudrais, puisque je suis dans le cadre de cet ashram, donner un exemple de la culture indienne, que certains d'entre vous, je pense, connaissent, qui est l'exemple du soleil. Quelle est l'attitude que nous avons vis-à-vis du soleil? L'attitude habituelle. Ok, c'est un astre qui donne la vie et qui règle le jour, l'alternance du jour et de la nuit. C'est un objet dans le ciel qui se déplace suivant certaines lois. J'aime bien me bronzer à son contact en été, et sa présence me manque en hiver. Quelle est la vision du soleil que va avoir un scientifique? Et maintenant, quelqu'un qui a cette connaissance-là. Le soleil. Je regarde le soleil, je vois une intelligence extraordinaire à l'œuvre. Qu'est-ce que je vois? Je vois 4 millions de tonnes chaque seconde de la substance du soleil. 4 millions de tonnes, ça fait 100 000 éléphants. Chaque seconde, 100 000 éléphants qui, de la masse du soleil, est converti, de l'hydrogène, est converti en hélium. Un processus de fusion qui dégage toute cette énergie du soleil. À chaque seconde, 100 000 éléphants, l'équivalent de 100 000 éléphants, de la masse du soleil convertie en énergie,
ce qui nous permet de vivre. Faites. Plus loin, allons plus loin. Imaginez l'intelligence, le pouvoir qui est derrière le soleil pour faire du soleil ce qu'il est. Je ne parle pas de l'objet juste physique du soleil, je parle de ce qui fait que le soleil est ce qu'il est. De cette cause de l'univers qui se manifeste dans ce phénomène extraordinaire qui est le soleil et sa capacité à dégager cette énergie. Et cette générosité immense du soleil. De sa propre substance, chaque seconde, 4 millions de tonnes. De tonnes. Quelle générosité. C'est incroyable. Alors, vous avez dû voir, pour ceux qui sont allés en Inde, la manière dont cette vision de l'un se transcrit dans le rapport qu'a l'être humain, cet Indien, au soleil. Il va saluer le soleil, il va se lever avant que le soleil ne se lève. Et cette vision est aussi une vision qu'on va rencontrer dans de nombreuses traditions soi-disant primitives. D'accord ? En Afrique, je suis sûr, en Chine, en Amérique du Sud, on a cette vision de cette intelligence qui est omniprésente et qu'on salue et qui se manifeste à travers ces phénomènes naturels et dont on salue l'arrivée, on attend l'arrivée le matin avec révérence, avec gratitude, avec une fascination, avec émerveillement. Je salue le soleil quand il se lève et je le remercie. Ce n'est pas le soleil que je remercie, c'est la force qui est présente derrière le soleil, qui fait du soleil ce qu'il est. L'intelligence qui fait que toute cette vie qui est dans cette terre est possible, par l'intermédiaire du soleil. Donc je salue cette intelligence et je le remercie de la contribution qu'elle donne dans ma vie. Premier élément. Donc les phénomènes, ces objets célestes qui nous semblent être juste des objets perdus dans l'immensité de l'espace, acquièrent une autre dimension. De la même manière, l'eau. Donc pour ceux qui sont allés au bord du Gange en Inde, quelle est l'attitude qui émane de cette vision, de cet un qui est présent en toute chose et qui se manifeste sous la forme du soleil et qui se manifeste aussi sous la présence de l'eau, sous la forme de l'eau, et en particulier du Gange. C'est extraordinaire de voir ces femmes qui se rendent au bord du Gange et qui font des offrandes de fleurs, des offrandes de lait, et qui montrent une lampe et qui la célèbrent comme une manifestation de cette intelligence qui est présente partout. Une intelligence aussi qui se présente, qui se manifeste sous la forme de cette eau, qui leur permet de boire, qui leur permet de laver leur linge. On les voit laver leur linge, on les voit prendre cette eau et de la filtrer pour la boire. On les voit aussi se purifier dans cette eau du Gange. Parce que ce n'est pas juste de l'eau physique, c'est de l'eau qui est empreinte de la présence de quelque chose d'autre qui fait que cette eau est ce qu'elle est. Donc le rapport à ces éléments de la nature change. Je fais partie d'un tout. Et je suis éveillé à la présence de cette intelligence sous différents niveaux, à différents niveaux. Plus proche de nous, au-delà des éléments et des forces de la nature. Cette présence dans la nature qui fait que nous sommes extrêmement tranquilles quand nous sommes dans un paysage naturel. Pourquoi est-ce que vous êtes tranquille dans un paysage naturel, devant la mer, ou à regarder le ciel étoilé? Pourquoi? Parce que vous ressentez votre connexion avec le tout. Vous redécouvrez une connexion que vous avez perdue avec le tout.
qui est là de toute éternité, cette connexion. Notre civilisation a perdu le contact avec le tout. La vision que nous avons des choses est une vision mécaniste avec des objets inertes, des éléments inertes, et qui ne correspondent pas à la réalité de ce qui est. Et c'est cela qui est la source de tout notre malaise, de notre sentiment d'aliénation, de notre sentiment d'être isolé, séparé. Et cette rigidification qu'on a en tant qu'individu, je suis tout petit face à l'immensité de l'espace, à l'immensité des forces. Non, là, non. La vision change totalement. C'est une vision d'un individu qui s'émerveille devant la présence de cette intelligence et de ce pouvoir en toute chose. Vous voyez le basculement et le changement complet de perspective que cela induit? Ça, c'est un exemple. Autre exemple que je vais prendre aussi au sein de la culture indienne. Lakshmi. Habituellement, l'argent, la richesse, est quelque chose qui est associé au monde matériel. Un vice, un mal. Dans la vision de la culture indienne qui est empreinte de cette vision de l'un, de cette intelligence, la richesse circule, Lakshmi. Et elle est présente sous différentes formes. Ce n'est pas juste Dhanalakshmi, qui est cette richesse matérielle. L'or, les bijoux, l'argent. Vous savez qu'en Inde, si vous marchez par mégarde sur un billet de banque, qu'est-ce qu'on fait? Certains de vous le savent. On va demander pardon. On considère l'argent comme étant une manifestation de cet un, et qu'on va appeler Lakshmi, quel que soit le nom que vous lui donniez. Mais ici, il s'avère que dans cette culture, c'est Lakshmi. On va faire comme ça. L'argent ou la richesse est conçu comme un moyen d'accomplissement, qui a sa valeur, qui a sa fonction, et que je peux utiliser. Il n'y a aucune honte attachée à l'argent et à la richesse. On célèbre Lakshmi. Donne-moi plus de richesse. Les chants védiques et la vision des Védas est de dire, allez-y, prospérez. Mais avec cette vision qui n'est pas cette vision de je veux accumuler, je veux retenir toute la richesse pour moi. Non. Pourquoi? Je fais partie d'un tout. Je dépends de ce tout pour mon existence. Quelle erreur cela serait de croire que tout cela est à moi. Tout cela m'est donné. M'est donné pour que je le partage, pour que je contribue. Si j'ai des ressources qui sont plus grandes que celles de mon voisin, c'est pour les donner, pour aider ceux qui en ont besoin. Pour l'utiliser aussi pour moi, pour donner à mes enfants la meilleure éducation, pour avoir une maison qui soit confortable, pour avoir des objets qui m'aident à vivre confortablement. Il n'y a aucune honte qui est attachée à l'argent. Pourquoi? Parce que c'est aussi une manifestation de Lakshmi, Dhanalakshmi. Lakshmi est aussi Graha Lakshmi. Graha Lakshmi, c'est cette richesse qui est constituée par autre chose que par juste de l'argent ou de l'or. C'est la richesse que constitue le fait d'avoir un foyer. Graha veut dire un foyer, une maison. Qu'est-ce que c'est qu'un foyer, une maison? Tous les matins, c'est la femme qui fait ça, elle fait un rituel tous les matins, quand elle ouvre la porte de sa maison, elle invite Lakshmi à venir chez elle. Elle dit, sois présente dans mon foyer, fais qu'il règne une certaine harmonie dans mon foyer.
et que chacun des membres de cette famille puisse grandir, prospérer. Il y a aussi Santana Lakshmi, un autre aspect de Lakshmi qu'on vénère aussi. Santana, c'est les enfants. Les enfants aussi sont une richesse extraordinaire. Donc à ce titre aussi, les gens qui souhaitent avoir des enfants, souhaitent non seulement avoir des enfants, mais avoir des enfants brillants, qui est un souci aussi légitime, qui est celui de chacun de nous. Des enfants qui réussissent. Qu'est-ce qui fait que certains enfants vont réussir plus que d'autres? Présence d'un foyer, présence de ses parents qui vont leur donner certaines valeurs, et surtout qui vont inscrire cet enfant et lui apprendre cette vision qu'il est connecté à un tout, qu'il est relié à un tout. Une autre conséquence donc de cette vision, c'est ce qu'on appelle Sarasvati. Sarasvati, c'est quoi? Donc Lakshmi, on a vu la richesse sous toutes ses formes. La richesse que constituent les biens matériels, un foyer, les enfants. Il y en a d'autres, mais je passe. Donc maintenant, Sarasvati. Sarasvati, c'est regarder cette cause de l'univers, cette cause qui est présente en toute chose, mais d'un point de vue particulier. Et du point de vue de quoi? De la connaissance des différents champs de savoir. Les étudiants, par exemple, quand ils passent des examens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont besoin, bien sûr, d'étudier, de faire leurs propres efforts et d'étudier leur matière, mais ils savent aussi qu'il y a quelque chose. Ce qu'ils étudient en réalité quand ils prennent un livre de mathématiques ou un livre de géologie, quand ils étudient la matière, cette matière qui est de la géologie ou des mathématiques, ils étudient en fait quoi? L'esprit de cette cause ou cette intelligence. Ils regardent cette intelligence sous un point de vue particulier. Ils étudient les lois, ou d'un certain point de vue, les lois qui font que un élément de l'univers est ce qu'il est. Donc on va étudier cette présence de cette cause sous l'aspect des lois géologiques. Je suis en train de regarder dans cette intelligence. Et ils prient et ils disent, aide-moi, Sarasvati, à comprendre ta nature, à mieux comprendre la manière dont tout ça marche. Donc vous voyez que même les disciplines du savoir elles-mêmes sont empreintes de ce sentiment, je dirais, du sacré. De cette présence, de cette intelligence qui est partout. Sarasvati. Pour conclure, on pourrait développer à l'infini l'ensemble de ces implications. Et c'est ce que je ferai sous un angle particulier à Saint-Denis, donc vendredi, où je parlerai des implications de cette vision de l'un et de cette présence de l'un, de cette intelligence, au niveau de 3 domaines qui sont mes désirs, mes actions et les résultats de mes actions. Donc quoi de plus directement en relation avec ce que je fais tous les jours? Si je prends les désirs, les actions et les résultats, je couvre l'ensemble du champ en fait de mes activités. Et je vais, vendredi soir, vous montrer de quelle manière cette vision de l'un va m'aider à gérer tous les désirs que j'ai, qui sont un nombre infini, et pour beaucoup non satisfaits, comment gérer cet aspect des choses, comment décider du choix de mes actions, comment satisfaire ces désirs et les exprimer sous forme d'action, et quelle va être la base du choix de mes actions. Et aussi, une des réalités de l'existence est que les résultats que j'attends d'une action ne sont pas toujours ceux qui arrivent. D'accord ? De temps en temps c'est plus, de temps en temps c'est exactement ce que je voudrais,
mais mes attentes ne sont pas toujours satisfaites. Donc comment gérer quand je reçois des situations qui sont déplaisantes, des situations difficiles, avec cette vision de là. Donc j'aborderai en détail ces trois éléments. Tout l'ensemble de l'heure va être consacré uniquement à ça. Parce que j'ai besoin d'une heure pour couvrir ça. Ici, je voudrais terminer par quelque chose d'extrêmement important qui est en prolongement direct de ce que je vous ai dit. Il y a dans le chapitre 3 de la Bhagavad Gita une expression qui parle de la vie humaine et l'ensemble de cette manifestation de l'univers comme étant comme une immense offrande rituelle. Et chacun des participants, chacun des éléments de cet univers participe à leur manière, à sa manière, à cet immense rituel du feu. Un arbre va donner ce qu'il veut, ce qu'il peut. Le soleil, comme je vous l'ai dit, dans sa générosité extraordinaire, va donner une partie de lui-même pour que nous puissions vivre. L'eau donne ses qualités et la partage à chacun de nous. La terre nous soutient. Malgré tout ce qu'on lui fait subir, elle a une patience infinie. Malgré toutes les mines et les champs et toutes ces roches qu'on enlève de ses entrailles, elle est toujours là à nous soutenir. À sa manière, elle contribue. Le ciel, qui nous sert de plafond. Les nuages, la pluie. Chacun des éléments de cet univers, à sa manière, contribue au fonctionnement de l'univers. Et l'être humain dans tout cela? Qu'est-ce que l'être humain? Comment est-ce que l'être humain exprime son appartenance à ce tout? Comment? Il prend tellement de choses, il bénéficie de tellement de choses, de tout ce qui l'entoure. Ne serait-il pas juste qu'à son tour, l'être humain aussi contribue à sa manière à l'échelle de cet univers? Il a sa place. Il a des facultés. Et chacun de vous, chacun de nous, nous avons nos qualités, nous avons nos talents, nous avons nos ressources, et nul n'est besoin d'être un Bill Gates pour pouvoir contribuer à notre manière. Et c'est là que la vie prend un sens. Hier, j'ai rencontré une journaliste qui m'a interviewé, une journaliste de RFO, et qui était extraordinaire. Vraiment extraordinaire la manière dont elle se présentait. Elle disait, elle a dit je suis journaliste à RFO. Mais après, comment est-ce qu'elle voyait ce qu'elle faisait? Elle disait, moi je partage et je sers de connexion entre les gens. Mon rôle, dans ma vie et dans ma profession, c'est de partager, d'être ce point de connexion entre une personne qui a certaines informations, ou bien un regard ou une fenêtre sur une certaine réalité, ou certains événements qui se passent, à les transmettre à d'autres. Voilà la manière dont elle se décrit. Elle n'est pas Bill Gates. Elle ne donne pas des milliards de dollars dans une fondation. Donc à chacun de nous de trouver sa place, notre place, avec notre propre domaine d'influence. Il n'a pas besoin d'être immense, ce domaine d'influence. Ça peut être juste donner une certaine éducation à nos enfants. Imaginez l'impact qu'a l'éducation que vous allez donner à vos enfants.
C'est extraordinaire, c'est le plus grand don et la plus grande contribution que vous pouvez faire à une vie humaine. Les implications sont énormes. Parce que les implications vont être sur la manière dont cet enfant va gérer ses relations avec son épouse ou son époux, avec ses amis, avec ses collègues, avec les autres êtres vivants. Vous pouvez faire une différence à ce niveau-là. S'il y a interdépendance et si je suis une partie d'un tout, et si tout est comme une immense symphonie, chaque élément participe d'une symphonie à l'échelle cosmique, à l'échelle de l'univers. Il y a des violons, il y a des violoncelles, il y a des hautbois. Chacun des musiciens contribue par sa partition, par son rôle, par ses qualités, par sa technique qui est unique et si spécifique à lui-même, à l'ensemble de cette œuvre qui est une symphonie. Et quel est l'impact que cela a sur ma vie? Une vie qui prend du sens. Une vie qui acquiert une certaine profondeur. Une vie qui acquiert une certaine ouverture sur l'autre. Je ne me préoccupe pas seulement de ce qui peut, moi et mon cercle proche de personnes, j'élargis mon cercle de compassion, mon cercle de préoccupation, suivant mes capacités. Donc le Vedanta, après avoir, je vais conclure, j'ai un peu débordé. Le Vedanta, après nous avoir montré la présence de cette cause de l'univers partout, qui est au sein et à l'intérieur de toute chose, qui anime toute chose, et qui fait que notre vie est ce qu'elle est, qui fait que chacun des phénomènes, des objets, des êtres qui constituent cet univers sont ce qu'ils sont, va encore plus loin. Pour l'instant, on est dans une dynamique ou une relation d'une partie de l'univers avec le tout, comme d'une vague qui a pris conscience de son appartenance à l'océan et de la manière dont c'est de l'océan qu'elle est née, c'est par l'océan qu'elle est maintenue, et c'est à l'océan qu'elle retourne, cette vague. Donc on est dans cette dynamique qui est, quelle est ma relation, moi, en tant qu'être humain, avec cette cause de l'univers, avec ce tout. Donc, le Vedanta et la Bhagavad Gita nous dit, non seulement tu peux prendre conscience de la présence de cette intelligence, et cela va te faire grandir, cela va te faire mûrir en tant qu'individu. Parce que tu seras éveillé à la réalité de ce qui est. Mais non seulement ça, mais tu peux aboutir à ce qui est le plus ultime. Et quel est le bien ultime dont parle le Vedanta? Le bien ultime va être de dire, tu es cela. Tu n'es pas juste une vague qui certes appartient à un tout, qui a pris conscience de son appartenance à un tout, et qui est reliée de manière permanente à ce tout, par ses lois, par tous ses ordres, à tous ses niveaux. Non seulement c'est une réalité de toi-même, mais il y a beaucoup plus. Tu es cela, tu es toi, cette partie est mise en équation avec la cause de l'univers elle-même. Donc le minuscule être insignifiant, limité, cette vague avec toutes ses limitations, est mise en équation et on lui affirme qu'elle est identique à la cause de l'univers. Tu es cela.
cette équation donc, est ce bien ultime dont parle la Gita. Donc il y a un autre des volets de l'enseignement. Okay. Et cette équation n'a de sens, je poursuis juste l'analogie pour conclure ici. Cette équation entre moi, l'individu et la cause de l'univers n'a que de sens, pour reprendre l'analogie de la vague, qu'en comprenant que la réalité de cet individu et la réalité de la cause de l'univers, à un certain niveau qui n'est pas le niveau explicite, le niveau apparent des choses, puisque ça aboutirait à une contradiction, cette équation n'aurait pas de sens. Mais cette équation trouve sa résolution à un niveau plus fondamental, plus essentiel, qui est celui de la réalité de la vague, c'est-à-dire l'eau, qui est identique à la réalité de l'océan, qui est aussi haut. Donc la réalité de l'individu est cet être conscience illimitée, et la réalité de cet océan, de cet univers lui-même, est aussi cet être conscience limitée. Donc le bien ultime dont parle la Gita, une fois que l'individu a pris conscience de la présence, est éveillé à la présence de cette intelligence extraordinaire, c'est dire non, toi et cette intelligence ne formez qu'un, à un niveau essentiel.